la presse américaine révèle l'incroyable coup de fil entre Steve Witkoff, un très proche de Trump, émissaire spécial pour l'Ukraine, et un proche du Kremlin. Avant de partir, en Amérique, retrouvez notre correspondante Justine Jankowski en direct de Washington. Thomas, vous nous avez rejoint pour nous raconter cette incroyable séquence. Steve Witkoff, émissaire spécial de Trump, a expliqué à un conseiller du Kremlin comment vendre un plan de paix au président américain. Ouais, c'est à peine croyable, Marie-Aline, et la question légitime, c'est est-ce que l'administration américaine fait le jeu du Kremlin? C'est toute la question après la fuite de conversations secrète, rapportée noir sur blanc par l'agence Bloomberg, qui ne révèle évidemment pas comment elle a mis la main sur ces fuites. Alors la première conversation, elle est entre Steve Witkoff et le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Yuri Uchakov. La seconde conversation, uniquement russe, elle est entre ce même Uchakov et l'émissaire de Poutine, Kirill Dmitriev. Dans le premier échange, il a eu lieu le mois dernier. C'est un coup de fil de 5 minutes, le 14 octobre, où l'on peut lire ces échanges cordiaux, voire même, il faut le dire, carrément amicaux, à peine croyables, entre deux conseillers à tu et à toi. On a un Steve Witkoff conseiller son interlocuteur russe, lui donner des astuces sur la manière dont Poutine devrait parler à son homologue américain pour obtenir gain de cause. Poutine doit féliciter Trump pour le succès à Gaza, le flatter comme homme de paix, et à partir de là, ce sera une bonne conversation. Steve Witkoff prend même la défense de l'agresseur. Tu sais que j'ai le plus profond respect pour le président Poutine. Ok mon ami, lui répond Uchakov, avant que la suite des propos de Steve Witkoff montre qu'en plus de conseiller sur la forme, eh bien, il indique carrément comment sur le fond Poutine pourrait convaincre Trump d'accéder à ses demandes. Entre toi et moi, je sais qu'il faudra pour conclure un plan de paix Donetsk et peut-être un échange de territoire. Oui, mais parlons de ça de manière plus positive. Alors, le président américain me donnera beaucoup plus de latitude et de liberté pour parvenir à cet accord. C'est hallucinant. Et la seconde conversation, Thomas, est encore plus édifiante et confirme ce dont tout le monde se doutait. Le plan américain pour la paix en Ukraine est en fait un texte russe. Oui, dans sa conversation avec le conseiller diplomatique de Poutine, Kirill Dmitriev, principal négociateur au nom du Kremlin, il propose tout simplement de donner aux Américains un document, le plan de paix, rédigé à partir des positions russes. On lit « Je le transmettrai, ce plan de paix, de façon informelle, qu'ils fassent comme si c'était à eux, mais je ne pense pas qu'ils vont le prendre exactement notre version, mais au moins leur version sera la plus proche possible de la nôtre. » On connaît la suite. Quelques jours plus tard, Kirill Dmitriev se rendait à Miami, remettait donc à Steve Witkoff ce même document. Et ce document, eh bien, on le sait, c'est l'ébauche originelle du plan de paix qui a semé la consternation aux États-Unis. Merci Thomas pour le résumé de cet appel qui est quand même saisissant. Et avant de nous entendre en plateau, partons retrouver Justine Jankowski en direct de Washington. Justine, la Maison-Blanche, après ces révélations dans la presse, a lancé une opération de communication pour justifier le coup de fil de Steve Witkoff aux proches de Poutine. Oui, en fait, dès hier soir, dès que Bloomberg a publié ces révélations, la Maison-Blanche a immédiatement tenté de désamorcer l'affaire. Il y a d'abord eu un communiqué dans lequel elle ne nie pas, mais elle dit que ça prouve seulement que Steve Witkoff fait très bien son travail. Et c'est aussi le sens des déclarations de Donald Trump hier soir à bord du Air Force One lorsque la presse américaine lui a demandé de réagir. Il a dit qu'il n'avait pas entendu ses écoutes, mais que pour lui, c'était tout simplement des négociations standards. Les reporters lui ont demandé s'il pensait que son ami Steve Witkoff était pro-russe. Et là, il a botté en touche, il n'a pas répondu. Et puis, dernier élément, ce matin, la porte-parole de la Maison-Blanche a publié dans un tweet un nouveau sondage qui dit que les Américains font de moins en moins confiance à la presse traditionnelle, un peu comme si elle cherchait à discréditer les médias américains. On voit bien qu'il y a une opération minimisation. En tout cas, il faut absolument éviter que cette affaire prenne de l'ampleur, d'autant que Donald Trump était déjà sous le feu des critiques depuis la semaine dernière, depuis la parution de la première version du plan de paix en 28 points. Beaucoup dans son propre camp trouvaient déjà que ce plan de paix était trop pro-russe. Et puis, vous l'avez dit, ce plan de paix est même soupçonné d'avoir été rédigé par les Russes eux-mêmes.
Merci beaucoup Justine Jankowski en direct de Washington, notre correspondante pour LCI TF1 avec Mathieu Derrien. Je vous rappelle que nos reporters sont partout où ce conflit se joue. États-Unis, vous l'avez vu, Russie et évidemment en Ukraine avec nos envoyés spéciales Claire Cambier et Camille Souhaut. Magali, c'est sidérant ce qu'on apprend. Quand on imagine que Steve Witkoff dit « Ah ben voilà comment il faut parler à Trump, il faut le féliciter, il faut le flatter, c'est ça qui va lui plaire. » Je trouve ça sidérant. Et puis hop, le plan que vous avez écrit en russe, je vais le transmettre et on fera comme si c'était les Américains qui l'avaient écrit. Alors en fait, que Steve Witkoff discute avec les conseillers de Vladimir Poutine, et notamment le conseiller diplomatique, c'est normal. En effet, c'est normal, c'est son rôle. Là où c'est en train de provoquer un malaise aux États-Unis, c'est qu'on a l'impression que justement Witkoff se fait manipuler par les Russes qui profitent de cette oreille bienveillante pour pousser en effet le plan qui leur est le plus favorable possible. Et alors comme le disait Justine, c'est en train de provoquer un véritable émoi politique au sein des républicains eux-mêmes. Parce qu'en fait, vous avez deux branches dans le parti républicain. Il y a la branche trumpiste et puis il y a les conservateurs plus traditionnels. Et on les entend beaucoup déjà depuis que ce plan a été dévoilé, surtout que Marco Rubio, le secrétaire d'État, a laissé dire ou aurait même expliqué à certains qu'en effet c'était la liste de souhaits russes. Donc ça a fait tout un scandale au sein du parti. Et là, c'est vrai que depuis que ces écoutes sont sorties, il y a des appels à la démission de Steve Witkoff. Il y a notamment un représentant du Nebraska qui s'appelle Don Bacon, qui, lui, ne mâche pas ses mots et qui, sur les réseaux sociaux, réclame en effet le départ de Witkoff en disant... On va voir justement on ne peut pas lui faire confiance pour conduire ces négociations, puisque un agent russe à la solde de la Russie ferait-il moins bien que lui? Il devrait être limogé. C'est pour ça, comme le disait Justine, que la Maison-Blanche est en train d'essayer d'éteindre l'incendie. Rappelons que Witkoff, c'est l'homme qu'a choisi Donald Trump pour aller voir Vladimir Poutine la semaine prochaine à Moscou. C'était un pécastin. Non, ce que je voudrais dire, il y a une version beaucoup plus cynique qui est que Witkoff n'est pas en train de se faire balader, mais lui, tout ce qu'il veut, c'est la fin du conflit, pour que Trump puisse vraiment apparaître comme un homme de paix. Et aujourd'hui, si on veut la fin du conflit, on va mettre la pression sur l'acteur qui est, c'est vrai, le plus faible, à la fois militairement, mais aussi malheureusement politiquement, suite aux affaires de corruption qui ont émergé en Ukraine récemment. Donc il est tout à fait possible qu'il ne se fasse pas balader, mais qu'il ait littéralement choisi son camp en se disant on veut une paix rapide. Pour avoir une paix rapide, il faut donner à la Russie ce qu'elle veut, et on tordra le bras à l'Ukraine pour que l'Ukraine signe aux conditions de la Russie. Là où il y a quand même, moi ça m'a fait plaisir, de voir qu'une partie du Parti républicain refuse de baisser les bras, considère toujours la Russie comme un ennemi, ou en tout cas veut défendre quand même le droit international. Et Marco Rubio, il a quand même confié ce week-end à des sénateurs républicains qu'il n'avait pas été mis dans la boucle. Donc il ne pensait pas, ou peut-être espérait-il quand même que ses propos ressurgissent dans la presse, puisqu'après il a nié en bloc les avoir tenus. Mais là, on sent qu'il y a une fracture au sein du Parti républicain, et ça c'est intéressant, et que peut-être enfin ils vont oser s'opposer à Donald Trump en lui disant qu'il ne faut pas aller trop loin. Aurélien Colson. Alors j'abonde dans ce sens parce que on sent quand on lit l'intégralité de la conversation que Steve Witkoff est profondément sincère, et notamment sincère quand il dit « j'ai le plus profond respect pour le président Poutine ». Et moi, une explication que je voudrais proposer, c'est que effectivement, il ne se fait pas balader, Non. mais il voit d'abord pas très bien où est le problème quand un grand État veut mettre au pas un petit État à côté. C'est quand même la lecture poutinienne du monde. Oui. Poutine qui dit finalement, le Groenland, ça m'intéresse, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas le prendre. Et je pense qu'il y a aussi un moteur très puissant qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la cupidité personnelle de tout ce personnel-là. Steve Witkoff est un magnat d'immobilier. Je pense que les Russes doivent lui chanter aux oreilles jour et nuit la perspective de deals, notamment immobiliers, particulièrement juteux, que c'est aussi, on le sait, ce qui amène Trump à considérer cette affaire comme devant être réglée très vite pour pouvoir recommencer à faire des deals extrêmement juteux sur le plan pécunier.
Et on évoquait tout à l'heure qu'à côté du texte principal, il y a le texte des garanties de sécurité. Je ne serais pas surpris, très franchement, qu'il y ait également des clauses secrètes de personne à personne en disant réglons cette affaire et ensuite toi tu vas avoir un morceau de tel combinat, de telle activité, de tel contrat. On en est là, une cupidité profonde de tous ces personnages. À ce sujet, justement, à bord d'Air Force One, Donald Trump a été interrogé sur cette polémique. Et écoutons sa réponse. Avez-vous entendu cet enregistrement audio qu'à Bloomberg où on entend Steve Witkoff conseiller les Russes sur la manière de vous convaincre? Je ne l'ai pas entendu, non. Mais c'est quelque chose de standard parce qu'il doit vendre cela à l'Ukraine. Il doit vendre l'Ukraine à la Russie. C'est ce que fait un négociateur. Vous devez dire, écoutez, ils veulent cela, vous devez les convaincre avec cela. C'est une forme très standard de négociation. On voit bien qu'il tente de déminer la polémique. Et on ne sait pas qui a fait fuiter le contenu de ces conversations. Mais on voit bien à quel point ça met mal à l'aise la Maison-Blanche. Ce qui est quand même intéressant, Magali a raison, quand on est négociateur, on doit parler aux parties adverses. C'est vrai, mais on doit parler aux deux parties adverses. Or, Steve Witkoff a passé, je crois, depuis le mois de janvier, 20 heures avec Vladimir Poutine, notamment au cours de 4 entretiens. Il passe très peu de temps avec la partie ukrainienne. Donc c'est complètement déséquilibré. Et ce qui nous pousse à dire que oui, il négocie pour le compte de la Russie. Alors, parfois, il vaut mieux que ne pas avoir le soutien de certaines personnes, parce que le porte-parole du Kremlin est intervenu il y a quelques instants, et il a publié un communiqué, Dmitri Peskov, pour dire « Les appels à limoger Witkoff visent à faire dérailler les modestes progrès vers un règlement en Ukraine ». En fait, il en rajoute une couche, en disant Witkoff, comme une défavorable, vaut mieux pas que certains interfèrent dans nos petits arrangements. Déjà, on va se poser la question, effectivement, la fuite, d'où vient-elle? C'est certainement pas les services russes. Ça, c'est sûr, oui. Bon, alors posons-nous la question, d'où ça pourrait bien venir? Première question. Deuxième point, alors on a parlé de beaucoup de conseils sur la forme. Il est certain qu'on n'arrête pas de dire aujourd'hui, y compris pour le président Zelensky et pour les Européens, mettez de l'huile dans les rouages, flattez Donald Trump pour qu'il fasse un effort pour vous écouter. Donc finalement, les conseils qu'on a entendus me semblent finalement conformes à tout ce qu'on entend depuis des semaines. Mais de l'autre côté, pour que Trump vous écoute, il faut être gentil avec lui, dire qu'il est le plus beau, le plus fort. Et là, on a enfin l'espoir qu'il ouvre une petite porte de compréhension. Et puis, dernier point beaucoup plus sérieux, le plan de paix. Alors que les Russes communiquent leurs desiderata, qui sont plus que des desiderata, à Trump directement, vous en faites ce que vous voulez. Très bien. Après tout, moi, dans l'absolu, ça ne me choque pas. En revanche, ce qui me choque, c'est que le département d'État américain n'ait pas repris toutes les propositions et dire, attendez, maintenant, vous nous avez fait ça, on va faire nos contre-propositions avec vous. Nous ne sommes pas d'accord sur tel point, là, ça ne marche pas. Et c'est ça qui me semble un petit peu curieux. Comment se fait-il que le département d'État n'a pas réagi en disant, j'irai pas d'une manière normale, vous me donnez un papier avec ce que vous voulez, moi, je vais vous dire ce que je ne veux pas, ce sur quoi on peut discuter, et après seulement, on ira vers Zelensky. Et ça n'a pas été fait. Donc, il y a quand même une lacune dans le dispositif diplomatique aujourd'hui des États-Unis. Mais c'est pour ça qu'il y a ces appels aujourd'hui à la démission de Witkoff, parce que certains au sein du parti républicain trouvent justement que son manque d'expérience diplomatique, il n'en a aucune, évidemment. C'est un magnat de l'immobilier qui n'a jamais eu affaire avec ces négociations diplomatiques, mais qui n'est pas au niveau, et qu'en effet, il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Et en effet, comme en plus, il va systématiquement au Kremlin passer des heures et des heures avec Poutine, il n'a pas les clés pour décrypter le plan que lui fait passer justement Moscou. Sur l'origine de la fuite, je trouve que c'est la vraie question. Comment se fait-il que Bloomberg réussisse à obtenir ces conversations ? Je suis complètement d'accord avec le général. Les Russes n'ont aucun intérêt à montrer à quel point, justement, ils peuvent avoir une oreille au sein des conseillers de Donald Trump. Donc, qui a intérêt ? C'est justement probablement cette frange des Républicains, des services, du département d'État, qui ne sont pas d'accord sur la ligne Donald Trump et justement son rapprochement ou sa façon de vouloir pousser en effet le plan quand même très pro-russe, qui se rebellent et qui font fuiter dans la presse pour déstabiliser et empêcher justement cette administration Trump d'avancer selon ce calendrier davantage pro-russe. C'est quand même une explication qui tient beaucoup la route, je trouve.